Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la planète. Bien, qu'a-t-il donc de si spécial? Il n'y a là que quelques pics glacés et l'immense étendue neigeuse de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un mystère à l'ampleur planétaire. Vous pouvez essayer tant que vous voudrez, vous ne découvrirez pas cette chaîne de montagnes inconnues, un territoire gigantesque et inexploré où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Elle se cache en vérité sous une autre couche de montagnes. Un peu comme une poupée russe, mais à l'échelle d'un continent. Ces montagnes conservent les secrets de l'Antarctique. Et ils peuvent nous révéler des choses époustouflantes sur l'histoire de notre planète. Cet immense territoire porte le nom de chaîne Gamburtsev. La couche de glace qui se trouve au-dessus la préserve des phénomènes naturels et de l'action humaine. C'est comme une terre à l'intérieur d'une autre terre. Et elle cache bien plus que des montagnes. On y trouve des vallées, des collines et des plaines. Cette région est similaire aux Alpes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de sa vue. Ces montagnes furent découvertes pour la première fois en 1958 à l'aide d'instruments sismologiques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Pourtant, elles restent l'un des objets tectoniques les moins étudiés sur Terre. Pourquoi? À cause de la glace. Il y a énormément de glace. Qui sait, peut-être d'ancestraux artefacts inconnus, y sont-ils enfouis? Et pourquoi pas une ville secrète ou des vaisseaux spatiaux? C'est peu probable, bien sûr. Mais ce serait tout de même intéressant d'aller y jeter un œil. Imaginez des centaines ou même des milliers de kilomètres de terre restés inchangés pendant des centaines de millions d'années. Même si on n'y trouve pas de nouvelles espèces d'animaux ou les vestiges d'une ancienne civilisation, cet endroit a tout de même forcément une histoire. L'histoire de la formation des continents de notre planète. Et les scientifiques ont déjà compris une partie de cette histoire. Ces montagnes enfouies d'Antarctique étaient à l'origine des montagnes ordinaires, mais à la suite d'un événement d'une ampleur inédite, elles se sont simplement... Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chaînes de montagnes se forment? Nous les voyons dans la vie réelle, dans les films, sur Internet, nous les escaladons. Mais comment ont-elles vu le jour? Les montagnes n'ont pourtant pas toujours existé sous cette forme. Elles sont apparues à la suite d'une collision à grande échelle de plaques tectoniques. Deux énormes blocs super solides se déplacent l'un vers l'autre, puis s'écrasent, et boum! Des milliards de tonnes de croûte terrestre commencent à l'élever, à se mélanger et à former des reliefs et des gorges. Et le processus peut durer des millions d'années. Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe extrêmement lente. Certaines plaques tectoniques sont à ce jour encore prises dans ce processus. Par exemple, l'Himalaya continue de croître, car les plaques indiennes et eurasiennes continuent de s'emboutir. Et ça a commencé il y a environ 50 millions d'années. La chaîne Gamburtsev sous la glace a vécu un événement similaire, seulement ça date d'il y a plus longtemps. Un article du journal Earth and Planetary Science Letters indique qu'elle est apparue lors de la formation du supercontinent Gondwana. Deux immenses morceaux de terre étaient séparés par un océan sans limite. Mais un jour, il y a environ 700 millions d'années, ils sont entrés en collision et ont formé le Gondwana. Ce supercontinent comprenait les territoires de l'Afrique moderne, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. Ces gigantesques morceaux se sont emboutis et ont libéré tout un flot de roches chaudes, partiellement en fusion. Et tout cela a grandi et grandi, formant des montagnes. La température de ces montagnes a augmenté, leur masse s'est accrue, et à un certain moment, le Gondwana est devenu instable. Le supercontinent a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les roches brûlantes sous la surface ont commencé à s'écouler latéralement à la suite d'un processus qui porte le nom d'étalement gravitationnel. Ce fut comme quand vous pressez un tube de dentifrice. Sauf que là, il s'agissait de milliards de tonnes de roches ardentes. Ces antiques montagnes d'Antarctique sont apparues précisément au cours de cet événement catastrophique. Vous venez de visionner la simulation d'événements planétaires qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années. C'est bien sûr très intéressant, mais comment les scientifiques ont-ils pu tout reconstituer? Comment ont-ils pu savoir qu'une telle chose avait eu lieu? Si la chaîne Gamburtsev enfouie sous la glace est l'un des lieux les plus inexplorés au monde, comment les chercheurs ont-ils pu découvrir son origine? La réponse est simple. De minuscules particules de roche nous ont renseigné sur l'évolution du paysage de la planète. Il s'agit des zircons.
et les scientifiques les qualifient de véritables capsules temporelles. Ce minéral est très résistant face aux influences mécaniques et chimiques. Il est difficile à écraser. Il n'est pas affecté par l'érosion, et il ne se dissout pas dans l'eau. Et il contient de l'uranium. Cet élément chimique indique l'âge de la roche aux scientifiques. En effet, l'uranium se décompose toujours en plomb à un taux constant. Les chercheurs peuvent donc examiner les quantités d'uranium et de plomb et déterminer l'âge des minéraux avec une grande précision. Si cela vous semble un peu compliqué, voici un exemple simple. Imaginez que chaque chaîne de montagne soit une horloge qui se met à compter le temps à partir du moment de sa formation, c'est-à-dire après la collision des plaques tectoniques. Après la formation de la roche, l'uranium commence sa lente désintégration. Plus le temps passe, plus l'uranium se transforme en plomb. Le taux de cette désintégration est toujours le même. Cette désintégration peut durer des milliards d'années. Moins il y a d'uranium dans les zircons, et plus il y a de plomb, plus la roche est ancienne. Voilà comment ça se passe en pratique. Les géologues prélèvent plusieurs échantillons de roches. Dans un laboratoire, ils les broient pour extraire des zircons cristallins. Les géologues dissolvent ensuite les particules dans de l'acide pour séparer l'uranium du plomb. Puis, ils utilisent un appareil spécial, un spectromètre de masse qui accélère les atomes et les trie. C'est un processus assez compliqué, mais en fin de compte, cet appareil renseigne les scientifiques sur la quantité d'uranium et de plomb. Ils examinent leurs quantités respectives et déterminent l'âge de la roche. Les géologues ont prélevé des zircons dans du grès près de la chaîne Gamburtsev, ont étudié leurs particules, ont observé leur niveau d'uranium et ont calculé la chronologie de la formation des montagnes. Ensuite, ils ont comparé ces données avec l'histoire de notre planète et ont pu savoir que les montagnes enfouies d'Antarctique sont apparues pendant la formation du supercontinent Gondwana. Mais comment ont-ils découvert que ce supercontinent incluait l'Australie, l'Inde et l'Afrique? Le zirconium provenant de ces roches antarctiques s'est avéré très similaire au zirconium de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces trois continents étaient réunis. Ainsi, la chaîne Gamburtsev a commencé à se former il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 580 millions d'années, elle a atteint la hauteur de l'Himalaya. Et 80 millions d'années plus tard, la croûte terrestre est entrée en fusion. Et tandis que la plupart des chaînes de montagnes sur la planète changeaient et s'effondraient, la chaîne Gamburtsev est restée intacte sous la glace. L'eau, le sol, le vent, les tremblements de terre, la gravité et d'autres forces naturelles détruisent les chaînes de montagnes. Ce processus est appelé érosion. Mais les montagnes ensevelies en Antarctique n'ont rien connu de tel. Les basses températures et la calotte glaciaire qui les entoure les ont préservées. C'est l'une des chaînes de montagnes anciennes les mieux conservées de la planète. Très bien, mais pourquoi explorer ces montagnes? Quelle différence cela nous fait-il que le supercontinent Gondwana se soit un jour effondré? Il est possible que des plantes, des corps gelés d'insectes ou des bactéries anciennes aient été préservés sous d'épaisses couches de glace. Et pourquoi pas des animaux anciens? De nombreuses espèces pourraient avoir vécu sur le Gondwana. Étudier ces anciennes montagnes antarctiques peut nous montrer à quoi ressemblait notre planète il y a environ un demi-milliard d'années. Quand l'Antarctique était un continent vert, quelles créatures y vivaient? Qu'est-il arrivé à ces formes de vie? Est-il possible de ressusciter ces animaux anciens après tant d'années? Si les scientifiques ont réussi à calculer la date de l'apparition du supercontinent en utilisant de minuscules particules, alors imaginez ce qu'ils pourraient découvrir en examinant cette chaîne de montagnes cachée. Tout cela semble très intéressant, mais il y a un problème. Pour extraire un petit morceau de ce monde inconnu, il vous faudrait percer au travers d'immenses couches de glace. Il vous faudrait acheminer des équipements extrêmement lourds vers l'un des continents les plus inaccessibles au monde, construire des stations, obtenir une source d'énergie et mener des recherches à grande échelle. Et cela serait incroyablement coûteux. Par conséquent, ce territoire caché restera probablement un mystère pendant encore longtemps. Espérons juste qu'un milliardaire voudra un jour découvrir les secrets de l'Antarctique et y organiser une expédition de grande envergure. Des éponges en forme d'amphores, des méduses d'un autre monde, des vers segmentés hérissés de soie, ainsi que d'imposantes pieuvres figurent parmi les plus récentes découvertes en Antarctique. Ces créatures ont été observées suite au détachement d'un immense iceberg, révélant sous la glace un véritable trésor de vie ancienne. En janvier 2025, un immense bloc de glace baptisé A84
aussi vaste que la ville de Chicago, s'est détaché de la plateforme de glace de George VI, une étendue glacée longue de 450 km, large de 19 à 69 km, et épaisse d'environ 250 mètres. Durant l'été austral, de novembre à fin février, la fonte de surface y donne naissance à de longs lacs sinueux appelés lacs glaciaires rubaniformes, dont le nom reflète la forme étirée. Lorsque l'iceberg s'est éloigné, il a mis à nu une portion du fond marin jusqu'alors jamais observée. Le navire de recherche Falkor, II, naviguait à proximité, dans la mer de Bellingshausen. Informés du détachement, les scientifiques ont aussitôt modifié leur programme, conscients de l'opportunité rarissime qui s'offrait à eux. Explorer un lieu vierge et insoupçonné, comme si l'on soulevait une pierre dans une forêt pour découvrir la vie dissimulée en dessous. Les chercheurs ont mobilisé un robot sous-marin nommé Subastian pour sonder les abysses durant 8 jours. Ils ont atteint des profondeurs dépassant les 1280 mètres. C'est là qu'ils ont mis au jour un écosystème insoupçonné, d'imposants coraux et de vastes éponges, littéralement peuplés d'organismes marins, un monde tapi sous les glaces. Les chercheurs s'attendaient à détecter quelques formes de vie, mais furent stupéfaits par leur abondance. Ces créatures sous-marines anciennes ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient depuis des siècles dans ce milieu extrême. Anémones semblables à de petits arbres cotonneux, araignées de mer, poissons des glaces, pieuvres. L'expédition fut retransmise en direct à des scientifiques du monde entier. Et ces vidéos sont désormais accessibles librement. Certaines des créatures découvertes semblent appartenir à des espèces nouvelles, ce qui est particulièrement fascinant. En 2025, il est fort probable que l'Antarctique abrite encore des espèces inconnues, dont certaines pourraient être endémiques à cette région. Cette singularité s'explique par l'isolement extrême du continent, séparé du reste du monde depuis des millions d'années par le courant circumpolaire antarctique, comparable à de vastes douves encerclant un château fort. Même si ces espèces ne s'avéraient pas inédites, les chercheurs ont tout de même identifié des escargots, des vers polychètes munis de soie, de minuscules crabes et autres crevettes, ainsi qu'une rare variété de méduses fantômes, dont l'apparence évoque un monde étranger. Leur nom scientifique, Stygiomedusa gigantea, étant par trop complexe, on l'appellera simplement méduse fantôme géante. Cette dernière est d'une taille impressionnante. Son ombrelle, cette partie ronde en forme de cloche, peut excéder 1 mètre de diamètre. Elle possède également 4 bras traînants, dont chacun peut atteindre 10 mètres, soit la longueur approximative d'un autobus scolaire. Bien que le tout premier spécimen ait été capturé dès 1899, il fallut attendre 60 ans pour reconnaître en cette créature une espèce totalement distincte. La méduse fantôme présente un corps translucide aux reflets violacés, lui conférant une allure spectrale. À la place des tentacules traditionnels, elle possède de longs bras rubanés qui lui permettent d'attraper ses proies et de les acheminer vers sa bouche, située en son centre. Bien que dépourvues de cerveau, ces méduses ont étonné les chercheurs par leur comportement. La méduse fantôme géante semblait mouvoir ses bras avec lenteur et précision, surtout lorsqu'elle traversait d'étroits passages sur le fond marin. Elle paraissait agir avec prudence, de manière presque intentionnelle. Une telle attitude intrigue. Aurait-on affaire à une créature dotée d'une forme de sensibilité? Voilà de quoi susciter le malaise. Les méduses disposent d'un réseau nerveux rudimentaire, mais pas d'un véritable cerveau. Pourtant, les mouvements fluides et contrôlés de la méduse fantôme ont amené les scientifiques à penser qu'elle pourrait être plus intelligente, voire mieux coordonnée que les espèces connues. L'étudier permettrait de mieux comprendre comment des êtres dénués de cerveau peuvent malgré tout explorer, réagir et s'adapter à des environnements aquatiques complexes. Lors de l'exploration des profondeurs antarctiques, l'équipe a fait la rencontre de petites créatures fascinantes appelées polychètes. De nombreuses espèces variées de ces vers évoluent dans les zones extrêmement froides et profondes de l'océan. Leur corps segmenté est orné de minuscules soies disposées le long de leurs flancs, qui leur servent à se déplacer, à percevoir leur environnement et même à se défendre contre les dangers. Un exemple remarquable est l'Eulagiska gigantea, qui habite les eaux glaciales et abyssales, et dont les soies dorées étincelantes lui confèrent une allure particulièrement élégante. Durant leur expédition sous-marine, les chercheurs ont également découvert d'impressionnantes éponges aux formes évoquant de grands vases.
Ces organismes, dont la croissance est notoirement lente, doivent leur gigantisme à une présence continue sur place, s'étalant sur plusieurs siècles, voire davantage. La taille considérable de ces éponges révèle que la faune environnante ne s'est pas installée récemment, mais qu'elle forme, depuis des décennies, des communautés marines pérennes et prospères, dissimulées sous la glace, attestant d'une vie ancienne et résistante à l'âpreté du milieu. Cette découverte a beaucoup surpris les scientifiques. Dans les études précédentes, ils faisaient descendre des caméras par des trous dans la glace ou exploraient des zones d'iceberg longtemps après leur détachement, et ne voyaient qu'un fond marin nu, presque vide. Mais cette fois-ci, arrivé quelques semaines seulement après le détachement de l'énorme iceberg, l'équipe a découvert ce qui se cachait juste en dessous. Les 14 premiers kilomètres derrière la barrière de glace abritent des écosystèmes riches et animés. Ce milieu sombre, froid et depuis longtemps isolé accueille pourtant de multiples créatures. Cela prouve que la vie peut survivre dans des lieux que l'on croirait bien trop hostiles ou gelés. En revanche, la présence de cette vie sous la glace ne surprend guère. De nombreux animaux vivent en effet dans des environnements sous-marins, sombres et froids. Il est donc naturel qu'ils habitent également sous cette plateforme glaciaire. La glace les dissimule et les protège des perturbations de surface. Ce qui étonne davantage, c'est la diversité des espèces présentes, malgré l'isolement ancien de ce lieu. Ce milieu ressemble en réalité beaucoup au fond marin des régions antarctiques dépourvues de glace. Comment cela peut-il s'expliquer? Habituellement, de minuscules plantes, les phytoplanctons, prolifèrent près de la surface où la lumière solaire pénètre, fournissant la base de la chaîne alimentaire. De petits crustacés formant le krill se nourrissent de ces plantes la nuit avant de plonger pour acheminer nourriture et nutriments au fond marin. Même leurs déchets participent à l'alimentation de la vie abyssale. Or, la présence d'une calotte glaciaire massive bloque la lumière, empêchant la croissance végétale et la descente du krill. Les scientifiques supposaient alors que la vie y serait moindre. Pourtant, ils y ont découvert une abondance surprenante d'organismes. Il semblerait que la nourriture et les nutriments parviennent à s'infiltrer sous la glace, acheminés par des courants sous-marins semblables à des rivières qui coulent sous l'océan. Les chercheurs ont observé des espèces animales particulièrement âgées, ce qui donne à penser que ces courants, issus pour l'essentiel de la fonte des glaciers, assurent un apport suffisant pour maintenir un écosystème équilibré et dynamique. Personne ne peut prédire avec certitude le sort de cette vie abyssale à présent que l'iceberg s'est éloigné. Ces organismes ont vécu sous une couche épaisse et stable de glace pendant une période indéterminée, dans des conditions d'obscurité totale et d'immobilité. Il est évident qu'ils ne sont guère enclins au changement. La disparition de ce toit glacé pourrait dès lors bouleverser profondément leur environnement. L'un des chercheurs a rappelé que la plateforme glaciaire à l'origine de l'iceberg avait reculé d'environ 40 km en un demi-siècle. Ce retrait s'inscrit dans un phénomène plus large. L'Antarctique fond à un rythme croissant, ce qui contribue à l'élévation du niveau des mers à l'échelle planétaire. C'est ce qui confère à cette découverte son importance capitale. L'équipe cherche à comprendre non seulement ce qui se passe à l'instant présent, mais aussi comment cet écosystème dissimulé s'inscrit dans un cadre plus vaste. En étudiant son évolution sur plusieurs décennies, voire davantage, nous pourrions peut-être anticiper ce qui nous attend. N'est-il pas remarquable que la rupture d'une masse de glace puisse livrer de telles révélations? L'Antarctique n'a pas toujours été cette étendue glacée et désolée. Autrefois, il débordait de vie. Il y a 56 millions d'années, une créature redoutable rôdait dans ces forêts. Un oiseau carnivore géant. Haut d'environ 2 mètres et aussi lourd qu'un lion, il régnait sans partage. Pendant des millions d'années, nul ne pouvait le menacer. Pourquoi a-t-il disparu? Et des prédateurs plus grands encore pourraient-ils sommeiller sous la glace? Des paléontologues ont mis au jour 2 griffes énormes en Antarctique. Acérées, recourbées et puissantes. Elles appartenaient à cet oiseau. Elles ont été extraites des roches de l'île Seymour, datées de l'Yprésien. Ce qui signifie qu'elles ont entre 40 et 50 millions d'années. Leur forme ne laissait aucun doute. Il s'agissait bel et bien des redoutés oiseaux terreurs. Leur nom scientifique est Phorus racidae, et ils figurent parmi les plus terrifiants prédateurs à avoir jamais foulé le sol terrestre. Incapables de voler, ils n'avaient nul besoin d'ailes. Ils fonçaient à des vitesses folles, tels des cauchemars à plumes surgis du fond des âges.
Ces oiseaux ont régné pendant des millions d'années sur l'Amérique du Sud. Et voilà que leur présence est désormais confirmée en Antarctique. Rien d'étonnant, à l'époque, les deux continents étaient encore reliés, permettant aux espèces animales de circuler entre eux. Ces oiseaux ont donc pu migrer vers le sud et s'adapter à l'ancienne terre antarctique. Ils n'y ont pas seulement survécu, ils y ont prospéré. Puis, soudain, ce prédateur cauchemardesque s'est évanoui. Pourquoi ? Le plus probable, c'est le refroidissement progressif du climat. L'Antarctique entamait alors sa lente transformation en désert gelé. Ses proies devinrent plus rares, et le prédateur, affamé, ne put survivre. Il finit par disparaître, sans laisser la moindre descendance. Les chercheurs espèrent encore découvrir un squelette entier. Ils se demandent aussi si des espèces plus grandes restent à identifier. Peut-être que ces oiseaux ont évolué en une lignée antarctique propre. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont deux griffes énormes, inquiétantes et muettes. Beaucoup s'imaginent que l'Antarctique est presque dépourvue de toute vie. C'est complètement faux. Des manchots s'y baladent sans gêne. Et il ne s'agit pas seulement de petites créatures mignonnes. Autrefois, on y trouvait d'authentiques géants de 2 mètres. De nos jours, les manchots empereurs, plus grands représentants de l'espèce, peuvent y plonger à plus de 550 mètres de profondeur et retenir leur souffle plus de 20 minutes. Il y a environ 38 millions d'années, l'Antarctique abritait de grands manchots aussi hauts que des humains. Les os retrouvés montrent qu'ils avaient de longs becs acérés, parfaits pour capturer poissons et calamars, et en faisaient des prédateurs redoutables. Les poissons de cette région sont eux aussi stupéfiants. Les calamars colossaux, bien plus effrayants que les géants ordinaires, atteignent parfois 12 mètres. Dotés d'énormes becs acérés et d'yeux aussi larges que des assiettes, ce sont de vraies terreurs des profondeurs. Et n'oublions pas les orques. Ces prédateurs au sommet de la chaîne antarctique chassent en meute bien coordonnées, comme des loups marins, traquant phoques, poissons, voire d'immenses baleines. Même de minuscules végétaux comme les mousses, les algues, la canche antarctique ou la sagine réussissent à survivre dans ces conditions extrêmes. Bien d'autres idées fausses circulent au sujet de l'Antarctique. Certains s'imaginent, par exemple, qu'un iceberg dérive aussitôt vers la haute mer dès qu'il se détache d'un glacier. Or, la vérité est bien plus complexe que cela. Tout d'abord, lorsqu'un iceberg se sépare d'un glacier ou d'une plateforme, il se heurte parfois au relief sous-marin et reste coincé au fond pendant plusieurs décennies. Ensuite, il peut se faire happer par des tourbillons puissants et tourner sur lui-même durant des mois. C'est arrivé à l'iceberg A23A. Resté figé durant presque 40 ans, il s'est ensuite retrouvé pris dans un vortex marin pendant 8 mois supplémentaires. Puis, ces déplacements dépendent de multiples facteurs, vent, courant, marée, et même relief du fond marin. Loin de suivre un parcours libre et paisible, les icebergs naviguent au gré d'un enchevêtrement de forces imprévisibles. Et en parlant de glaciers, soulignons une autre rumeur singulière. Certains avancent que nul ne pourrait s'aventurer à plus de 500 km à l'intérieur de l'Antarctique en raison d'un mur de glace infranchissable, du gel du carburant, de vents meurtriers et d'un air irrespirable. C'est absolument faux. L'Antarctique a bel et bien été explorée par des avions, des véhicules, et même par des explorateurs à pied. Une station de recherche permanente se dresse au pôle Sud, où des gens résident tout au long de l'année. Certes, le mur de glace existe. Il s'agit d'une immense falaise glacée dominant l'océan. Mais il ne s'agit nullement d'une muraille secrète. C'est ce qu'on appelle une barrière de glace. Vaste nappe formée lorsque les glaciers s'écoulent lentement vers la mer et s'y répandent. Près des 3/4 du littoral antarctique sont bordés de ces structures, qui ne forment pourtant pas un anneau continu autour du globe. L'Antarctique demeure un environnement parmi les plus hostiles sur Terre, mais nous en avons maîtrisé les défis, et nous continuons d'en approfondir la connaissance chaque année. C'est pourquoi, chaque année, des millions de dollars sont injectés pour faire fonctionner les stations de recherche, protéger les espèces locales et veiller à ce que les chercheurs disposent de tout ce qui leur est nécessaire. Mais où va donc cet argent ? Les stations antarctiques s'apparentent en réalité à de petites cités. On y trouve électricité, chauffage, dispositifs de traitement de l'eau, réserves alimentaires et services médicaux. La plus vaste, celle de McMurdo, compte plus de 1000 personnes en été et dispose d'installations variées, de la caserne de pompiers à la salle de sport. Quant à la station du pôle Sud, enfoncée profondément dans les terres, elle figure parmi les sites les plus complexes à approvisionner. Il faut des avions parcourant des milliers de kilomètres dans un froid extrême pour y acheminer vivres et carburant. Mais les mystères font les délices d'Internet.
Lorsqu'une vue de Google Maps a laissé entrevoir ce qui semblait être une gigantesque porte en Antarctique, les théories les plus folles se sont mises à proliférer. Certains évoquèrent la résidence d'été du Bigfoot, une base secrète, ou même un hangar dissimulé pour des vaisseaux dignes de Star Trek. En réalité, l'explication est bien plus banale et moins sensationnelle. Il s'agissait tout simplement d'un iceberg échoué. Un bloc de glace coincé dans des eaux peu profondes, en train de fondre lentement. En se déplaçant sur le terrain, la glace contourne les aspérités et façonne des formes parfois étonnantes. Le cycle de fonte, de fragmentation puis de regel façonne parfois la glace en structures insoupçonnées. L'Antarctique est également soumis à des vents catabatiques intenses qui, au fil du temps, sculptent la glace en formations spectaculaires. Hélas, nulle porte secrète à signaler. Puisque nous évoquons les portes, Ushuaia, en Argentine, est depuis des années désignée comme la porte vers l'Antarctique. C'est la dernière étape avant le continent polaire, là où débutent les expéditions. Pourtant, une autre possibilité existe. Punta Arenas, au Chili. Comparons-les. Ushuaia se situe plus près de l'Antarctique et constitue le principal point de départ des croisières touristiques. Cependant, aucun vol régulier vers le continent glacé, ni de grandes bases scientifiques en activité. L'ensemble est sous contrôle militaire strict, interdisant les vols privés. Seuls les navires commerciaux y sont tolérés. Il est vrai que Punta Arenas est plus éloigné du pôle. Pourtant, 22 nations et organisations internationales y ont établi leur base principale. Des vols réguliers à destination de l'Antarctique y sont opérés chaque année. Les compagnies aériennes privées y sont autorisées, faisant un véritable trait d'union aérien avec le continent. Ushuaia dispose peut-être d'un meilleur emplacement, mais c'est bien Punta Arenas qui mène la danse. L'Argentine a commis une erreur stratégique dans le choix de sa base antarctique. Au lieu d'implanter une structure simple et accessible au niveau de la mer, elle a opté pour la base Marambio, perchée en haute altitude, sur un terrain escarpé, inaccessible par voie terrestre. Tout doit y être acheminé par hélicoptère, ce qui ralentit les opérations et en accroît le coût et la complexité. Pendant un demi-siècle, l'Argentine est restée inflexible sur cette décision, tandis que le Chili développait des installations efficaces et méthodiquement conçues, que tout le monde utilise aujourd'hui. Si rien n'évolue, Ushuaia ne sera bientôt plus qu'une escale touristique. Ce qui inquiète surtout, c'est que l'Antarctique semble renouer avec un lointain passé. Cette région, censée être la plus froide du globe, a récemment connu un phénomène sans précédent. Pour la toute première fois dans l'histoire, la température y a franchi le seuil des 20 degrés Celsius. Ce continent enseveli sous des kilomètres de glace affiche ordinairement des températures pouvant descendre jusqu'à moins 80 degrés. Or, durant l'hiver 2020, les scientifiques ont relevé une chaleur aberrante de 21 degrés sur l'île Seymour, soit davantage que dans bien des régions d'Europe à la même période. Les chercheurs avancent plusieurs explications. D'une part, des modifications dans la circulation thermique des eaux océaniques. D'autre part, la fonte du permafrost sous l'effet du réchauffement global. Tout semble indiquer que le climat évolue à un rythme bien plus rapide que prévu. Vous plongez dans les eaux glacées et obscures de l'Antarctique. Une obscurité bleutée, presque surnaturelle, vous enveloppe, évoquant l'immensité de l'espace. Dans ces profondeurs inhospitalières, là où vous ne vous attendriez jamais à rencontrer une âme vivante, un bruit soudain et étrange surgit. Un cri semblable au cancanement d'un immense canard tapi dans les abysses. En 1960, des chercheurs ont capté pour la première fois ce son énigmatique, qu'ils ont baptisé Bioduck. Un choix ingénieux. Pendant des décennies, ils ont cherché à percer le mystère de son origine. Était-ce un kraken, un vaisseau spatial échoué au fond des mers, une créature marine inconnue ou un canard colossal? Les hypothèses, toutes plus fantasques les unes que les autres, se sont multipliées. Les océanographes ont repéré des sons analogues dans d'autres régions. Non loin des côtes ouest de l'Australie et aux abords de la Nouvelle-Zélande, ils ont enregistré des signaux similaires, bien que plus aigus, qu'ils ont nommés biogoose. Avec de telles appellations, l'atmosphère étrange et mystérieuse de cette histoire semble vite s'estomper. Ces sons n'étaient toutefois pas des événements isolés, mais se reproduisaient à intervalles réguliers. La fréquence des émissions suggérait à beaucoup une origine mécanique. Cependant, l'étude des océans au cours de la seconde moitié du XXe siècle était entravée par les limites technologiques de l'époque. Malgré ces défis,
les chercheurs ont poursuivi leurs investigations sur Bioduck et Biogoose, mus par une insatiable curiosité scientifique. Au fil des années, l'accumulation de données a alimenté les spéculations, jusqu'à ce que les chercheurs percent enfin le mystère. Bioduck s'est révélé être une forme de communication biologique. En observant ces signaux répétés, les scientifiques ont noté qu'ils ne se superposaient jamais. Lorsqu'une source parlait, les autres demeuraient silencieuses. Cela laissait penser à une communication structurée. La question restait alors de savoir quelle créature marine utilisait un tel système, fondé sur des variations de fréquences sonores. La réponse, comme certains l'avaient deviné, était les baleines. Les scientifiques ont comparé le son Bioduck de l'Antarctique aux appels des baleines de Minke et ont relevé des similitudes frappantes. Les sons Biogoose enregistrés au large des côtes australiennes et néo-zélandaises semblaient provenir d'autres espèces ou de jeunes baleines de Minke. Néanmoins, cette découverte n'a fait qu'amplifier le mystère. Quel pouvait être le rôle de ces sons ? Les baleines discutaient-elles de leurs repas? Se moquaient-elles des humains qui enregistraient leur voix? Ou échangeaient-elles des réflexions philosophiques sur l'univers? Les possibilités étaient infinies, mais la révélation la plus fascinante était l'idée que l'humanité pourrait, un jour, communiquer avec ces créatures majestueuses. Communiquer avec les baleines n'est plus une utopie. Des chercheurs de l'Université de Californie ont déjà établi un contact avec une baleine à bosse nommée Twain. Lors d'une expérience novatrice, ils ont réussi à entretenir une conversation de 20 minutes avec ce mammifère marin. Voici les étapes qu'ils ont suivies. Les spécialistes ont entrepris une expédition sur les côtes de l'Alaska, où ils ont capté les sons d'un groupe de baleines à bosse. Ils ont ensuite diffusé ces enregistrements via des haut-parleurs dans l'océan. Les sons s'apparentaient à une sorte de salutation, un équivalent de « Salut, ça va ?» dans le langage des baleines. Ces échanges sont généralement utilisés par les baleines pour s'appeler ou indiquer leur position. Peu après avoir émis les signaux, les chercheurs ont reçu une réponse. Twain s'est rapproché du bateau, l'a contourné et a répliqué avec un « salut » à sa manière. Ce fut le début de la première véritable conversation entre une baleine et des humains. Pendant 20 minutes, les chercheurs ont transmis 36 signaux à Twain, et elle a répondu à chaque fois. Elle respectait même des intervalles avant de répondre. Concrètement, l'équipe attendait 10 secondes après chaque réponse avant d'envoyer un nouveau signal. Il semble que Twain était une interlocutrice particulièrement attentive. Était-elle une jante dame des océans? Qui sait? Ou peut-être était-elle simplement intriguée par cette interaction inhabituelle. Les signaux utilisés provenaient d'un groupe de baleines auquel appartenait Twain. Il est probable que les chercheurs aient utilisé les propres enregistrements de Twain pour communiquer avec elle. D'une certaine manière, Twain conversait avec elle-même. Poursuivons notre périple et plongeons dans la fosse océanique la plus profonde du globe, la fosse des Mariannes. Ce gouffre immense, situé au sud du Japon, s'étend sur plus de 2400 km et atteint une profondeur vertigineuse de près de 11 000 mètres à son point le plus bas. Pour vous donner une idée de cette échelle, la hauteur du Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, représente à peine un dixième de cette profondeur. Imaginez maintenant ceci. Dans cette obscurité abyssale, des chercheurs ont capté un son singulier. Contrairement au Bioduck, ce bruit évoquait une ambiance de science-fiction. Avec un grondement sourd suivi d'un ping métallique, semblable au bruit des vaisseaux spatiaux dans les films. Les scientifiques ont baptisé ce phénomène mystérieux les sons de Biotwang. Ce son insolite a été détecté pour la première fois en 2014 lors d'une étude acoustique menée dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont rapidement localisé son origine, les baleines, plus précisément les rorquals de bride. Grâce à l'intelligence artificielle, ils ont analysé près de 200 000 heures d'enregistrements marins et ont identifié des correspondances avec un groupe de ces rorquals. Comme de nombreuses espèces animales, ces baleines utilisent des sons pour communiquer. Mais devinez ce qu'on a également découvert au fond de la fosse des Mariannes? Une bouteille en plastique. Inutile d'accuser un kraken, une baleine ou une créature mythique quelconque. Cette bouteille est, sans surprise, le fruit de l'activité humaine. Mais ce sujet mérite une vidéo à part entière.
Passons maintenant à un autre son intrigant. Cette fois, il ne s'agit pas de baleines, mais d'un bruit mystérieux enregistré dans le coin le plus isolé de la planète. Ce site porte le nom de Point Nemo, et sa solitude est légendaire. Niché dans l'océan Pacifique Sud, Point Nemo est l'endroit le plus éloigné de toute Terre, l'île la plus proche se trouvant à 2700 km. Peu importe la direction, cette distance reste à peu près la même. En outre, cet isolement est accentué par l'absence presque totale de vie marine, car les courants marins, et donc les nutriments, y sont extrêmement rares. En quelque sorte, le Point Nemo est un véritable désert aquatique. Ainsi, en 1997, des océanographes ont capté un son étrange et angoissant provenant des profondeurs aux abords du Point Nemo. Ce bruit, aussi colossal qu'inquiétant, a été surnommé The Bloop. Lorsque les journalistes ont pris connaissance du phénomène, des théories extravagantes ont vu le jour à travers le monde. La plus populaire suggérait qu'un monstre marin gigantesque, peut-être un kraken ou une autre créature de légende, était à l'origine de ce bruit. Cependant, l'engouement pour le bloop n'a pas duré, car les scientifiques ont fini par en élucider la cause. Il s'est avéré que l'origine du bloop était un iceberg. Lorsque ces masses de glace se fissurent et s'effondrent, elles produisent des sons à très basse fréquence, pouvant être détectés à de grandes distances. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont enregistré d'autres icebergs et ont entendu des sons similaires. À propos, le Point Nemo est si isolé que les agences spatiales y abandonnent leurs satellites en fin de vie. Ces objets tombent simplement dans l'océan, avec 99% de chances qu'aucun humain ni animal ne soit touché par les débris. C'est pourquoi cet endroit est surnommé le cimetière des satellites. Mais que se passerait-il si un vaisseau extraterrestre tombait un jour dans le Point Nemo? Et s'il y était déjà tombé et envoyait parfois des signaux de détresse à travers l'océan? Tous les mystères évoqués jusqu'ici ont été résolus. Que diriez-vous de terminer cette vidéo avec un phénomène qui demeure inexpliqué? Voici Upsweep, l'un des sons les plus énigmatiques jamais enregistrés dans l'océan. Ce bruit est constitué d'une série de tonalités ascendantes et courtes, répétées à des intervalles de quelques secondes. Le son a été détecté pour la première fois en 1991 grâce à des hydrophones déployés dans l'océan Pacifique. Initialement, les océanographes ont supposé qu'il pouvait être lié à une activité volcanique ou à des séismes sous-marins. Cependant, la nature saisonnière du son et les variations de son intensité en fonction des périodes de l'année ont rapidement invalidé ces hypothèses. Les chercheurs ont ensuite exploré des théories biologiques et ont reporté leur attention sur les migrations et les comportements des animaux marins au fil des saisons. Malgré toutes ces tentatives, l'origine de Upsweep reste inconnue. Certaines études émettent l'hypothèse qu'il pourrait être lié à des espèces de poissons ou d'autres créatures marines utilisant ces sons pour communiquer ou s'orienter. Mais aucune preuve n'a encore été apportée à ce jour. Ce sous-marin élégant et ultramoderne, baptisé RAN, fut envoyé pour explorer les profondeurs de l'Antarctique. Cependant, peu après ses premières découvertes, il disparut mystérieusement. Alors, que s'est-il réellement produit? Tout a débuté lorsque les scientifiques désirèrent explorer l'un des lieux les plus reculés et énigmatiques de notre planète, la barrière de Dodson, située en Antarctique occidentale. Ce colosse silencieux s'étend sur 50 km de large, soit presque la longueur de New York, entre deux promontoires glacés, les péninsules Martin et de Bear. Il recèle un monde entier de mystères géologiques. Si vous croyez que l'Antarctique n'est qu'un désert de neige et de glace épaisse, vous vous trompez. De véritables paysages inconnus se dissimulent sous cette couche glacée. La face inférieure de la barrière de Dodson présente un terrain accidenté et dynamique, façonné par les forces lentes et implacables de la nature. On y trouve des formations de glace imposantes, des crevasses profondes et des structures étranges s'étendant sur des centaines de mètres. Les scientifiques sont extrêmement curieux vis-à-vis de ce territoire. Toutefois, comme vous pouvez l'imaginer, cet environnement n'est guère facile à explorer. Pour en apprendre davantage, il nous faudrait scruter la région via des satellites ou tenter de percer la glace pour rassembler, morceau par morceau, l'ensemble du panorama. Hélas, ces méthodes n'ont offert que des indices vagues et incomplets. La véritable percée s'est produite lorsque les scientifiques
eurent l'idée d'envoyer des sous-marins pour explorer la barrière de Dodson. Grâce à des submersibles autonomes capables de plonger sous la glace, ils sont capables de révéler ce qui se cache réellement en profondeur. Ces explorateurs robotiques sont équipés de systèmes sonars impressionnants. C'est ce que font les chauves-souris ou les dauphins. Ils utilisent le son pour voir le monde. En résumé, ils émettent des ondes sonores sous l'eau, et lorsque ces ondes frappent un obstacle, comme la barrière de glace au-dessus ou le fond marin en dessous, elles réintègrent le système. Les animaux ressentent le temps que mettent les ondes sonores à revenir et les modifications qu'elles subissent, ce qui leur permet de localiser et d'interpréter leur environnement. Par exemple, les clics que les dauphins émettent leur indiquent où se trouvent les poissons. Nous avons reproduit cette astuce évolutive fascinante et l'avons adaptée à notre exploration sous-marine. Toutefois, notre version est bien plus performante, offrant un niveau de précision accru qui nous permet de créer des cartes 3D détaillées de l'environnement. Le sous-marin Ran faisait partie de ces explorateurs robotisés. Il doit son nom à la déité nordique de la mer. Ran avait été méticuleusement programmé pour naviguer à travers le paysage dangereux de l'Antarctique. Malgré sa formation approfondie, sa mission s'est terminée de manière inattendue et mystérieuse. En 2019, Ran fut envoyé pour explorer les profondeurs sous la barrière de Dodson. Il s'agissait d'un véritable héros, le premier à entreprendre une mission de ce type. L'équipe a décrit cela comme une expédition de l'autre côté de la Lune. Pendant 27 jours consécutifs, il a opéré sans relâche, parcourant 1000 km sous l'épaisse couche de glace, l'équivalent d'un trajet de Paris à Berlin. Ran a franchi des limites bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. À un moment donné, il a atteint plus de 16 km dans le ventre du glacier. Et ce qu'il a découvert là-bas était stupéfiant. Les scientifiques s'attendèrent à des surfaces de glace lisses et uniformes. Mais Ran a révélé un sous-sol marqué par de vastes fissures, des crêtes. Des formations ressemblant à des dunes de sable figées dans le temps. Enfin, il a repéré des motifs mystérieux en forme de tourbillons et de gouttes d'eau. Tout semblait davantage appartenir à l'art qu'à la géologie. Cela raconte en réalité l'histoire des plateformes de glace et de l'océan qui les entourent. L'eau chaude s'infiltre sous la glace et la fait fondre par en dessous. Parfois, elle lisse la glace, mais d'autres fois, elle creuse ses formes étranges et irrégulières, ressemblant à des motifs ou des dessins. Certaines de ces formes sont gigantesques, plus de 400 mètres de long. Cela équivaut à 3 terrains de football et demi. La raison pour laquelle elles ressemblent à des griffonnages tourbillonnants est que la Terre tourne. Cela fait que l'eau se déplace de manière particulière, pliant les formes et dessinant ses spirales. Cet effet porte le nom d'effet Coriolis. Imaginez que vous soyez sur un manège et que vous lanciez quelque chose, comme une balle. Elle suivrait une courbe, et non une ligne droite. Le même phénomène se produit avec l'eau sur Terre. Plus tard, les scientifiques ont découvert des motifs similaires dans d'autres plateformes de glace antarctique, bien que ceux sous Dodson soient bien plus spectaculaires. Cependant, Ran a également fait une découverte terrifiante. Il s'avère que ces eaux chaudes, en plus d'être de grandes artistes, représentent aussi un grave danger. La barrière de Dodson ne flotte pas paisiblement sur la mer. Elle fait partie d'un système très délicat et agit comme une barrière protectrice, retenue par de vastes glaciers en Antarctique occidentale. Bien que flottante sur l'océan, elle reste connectée à la Terre. Lorsque l'eau chaude s'infiltre et fait fondre la glace, la plateforme ne peut plus maintenir son ancrage à la Terre de manière aussi ferme. La barrière protectrice commence alors à faiblir, ce qui permet aux glaciers situés derrière de s'écouler plus rapidement vers l'océan. Lorsque ces glaciers atteignent la mer, ils y ajoutent de l'eau, ce qui pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer et potentiellement redessiner nos côtes. Ran est tombé sur de vastes poches où la glace fondait à un rythme alarmant, en raison de puissants courants sous-marins. C'était comme voir une horloge s'agiter au sein du glacier. Les enjeux étaient élevés, mais heureusement, le sous-marin était paré. Cette fois, il a réussi à rentrer sain et sauf. Ensuite, il a continué à fonctionner pendant 5 années supplémentaires, aidant les scientifiques avec une quantité impressionnante de données précieuses. Ces missions étaient périlleuses. Il pouvait arriver à Ran de s'enfoncer dans les cavités obscures sous le glacier, passant 24 heures sans communication. Mais il cartographiait chaque sommet et chaque vallée, et il a accumulé de l'expérience grâce à plus de 40 missions sous la glace. Puis, au début de l'année 2024, Ran a entrepris une mission vers le glacier Thwaites.
Ses objectifs étaient dès le départ audacieux. Cet endroit est aussi tristement surnommé le glacier de l'Apocalypse. On l'appelle ainsi car il fond lentement et pourrait provoquer une montée des océans du globe s'il s'effondrait, entraînant des catastrophes à grande échelle. C'est pourquoi Ran a été dépêché pour explorer ses profondeurs, un lieu qui n'avait jamais été cartographié avec autant de détails auparavant. L'objectif était de découvrir les secrets du glacier, d'étudier sa fonte rapide et de comprendre pourquoi il se dégradait ainsi. C'était la deuxième fois que Ran explorait le glacier Thwaites. Lors de la visite précédente, il était devenu le premier submersible à en cartographier les dessous. Ran s'aventurait à des profondeurs allant de 2 à 500 mètres et il a transmis de nombreuses données sur la manière dont le glacier de l'Apocalypse fondait lentement en raison des courants océaniques chauds. Mais en s'aventurant dans ces profondeurs glacées, quelque chose s'est produit. Sans prévenir, Ran a disparu des radars. Il n'a laissé aucune trace. Un instant, il envoyait des données cruciales, et le moment suivant, il avait plongé dans l'abîme. Aucun signal de détresse, aucune transmission finale. Et il n'est jamais revenu au point prévu. Des recherches intensives ont été lancées. Des hélicoptères planaient au-dessus, tandis que des drones bourdonnaient dans le ciel glacé. Mais aucun signe du submersible ne s'est manifesté sous l'emprise du glacier. Au bout d'un certain temps, les batteries de Ran seraient sans doute épuisées. À ce stade, il avait certainement été englouti par l'abîme sous 450 mètres de glace. Ce fut une grande et triste perte pour l'équipe scientifique. Les chercheurs de l'université de Göteborg tentent désormais de remplacer Ran et de poursuivre leurs recherches sous le glacier Thwaites. À ce jour, les scientifiques n'ont aucune certitude sur ce qui s'est réellement produit. Certains pensent qu'il pourrait avoir été piégé sous la glace, tandis que d'autres croient qu'il a été emporté par un courant invisible. Il se pourrait aussi qu'il ait percuté quelque chose d'inattendu. Quelles que soient les circonstances de sa disparition, celle-ci a laissé les scientifiques stupéfaits, et il semble que la barrière de glace continuera de garder ses secrets pour un moment. Au moins, nous avons accumulé un trésor de connaissances grâce au périple de Ran. Les scientifiques continuent d'explorer l'Antarctique, cherchant l'histoire cachée sous la neige. Ils ont ainsi découvert qu'il y a environ 90 millions d'années, une luxuriante forêt tempérée prospérait près du pôle sud. Ils ont révélé un monde ancien. Regardez cette pierre. À première vue, elle a tout l'air d'un de ces cailloux ordinaires que vous pouvez voir quand vous vous promenez sur la plage. Elle n'est pas particulièrement colorée, ni particulièrement lourde, environ 2 kg. Mais si je vous disais que cette pierre est née sur Mars, qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre pour finalement arriver en Antarctique. Ah, maintenant l'histoire est bien plus fascinante. Alors, découvrons tout ça. La chercheuse Roberta Skor, qui a travaillé sur le projet ANSMET, ou Antarctic Search for Meteorites, du Denver Antarctic Programme, a trouvé la météorite en 1984. Si vous souhaitez déchiffrer le nom de ce voyageur de l'espace, je peux vous aider. Il s'agit tout d'abord de l'endroit où il a été trouvé, les collines d'Alan en Antarctique, ou Alan Hills. Ensuite, nous avons l'année de sa découverte et le numéro de l'échantillon. Si vous vous dites que notre amie Roberta a ramassé cette pierre en s'exclamant « Waouh, un morceau de Mars !», vous allez être déçu. Au début, il était totalement impossible de savoir d'où venait la météorite. Et quelque chose troublait encore plus les chercheurs. Ce caillou était très différent des autres types de météorites trouvés sur notre planète. D'accord, mais alors comment ont-ils finalement découvert qu'elle venait de Mars? Grâce à des traces de gaz similaires à ceux qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Nous avons pris connaissance de sa composition grâce au courageux Viking Lander qui a effectué les analyses nécessaires in situ en 1976. Mais revenons à notre découverte. Elle est très particulière. Et pas seulement parce qu'elle vient de très loin. Parmi les quelques milliers de météorites trouvées sur Terre, seule une centaine provient probablement de Mars. Et même avec ça, notre petite est différente des autres et semble faire partie d'un groupe à part. Remontons donc dans le passé et retraçons l'histoire de cette voyageuse cosmique. Elle s'est vraisemblablement formée il y a environ 4 milliards d'années sur sa planète rouge natale. Un jour, qui n'était pourtant pas très différent des autres, la vie de ce paisible caillou s'est trouvée bouleversée. Un impact météorique l'a catapulté dans l'espace, et notre pierre a commencé son voyage de petit astéroïde. À l'époque, elle était bien plus grosse qu'au moment de sa découverte sur Terre. À un moment donné, elle s'est approchée de la Terre, et on dirait bien qu'elle a décidé d'explorer les lieux. C'est ainsi qu'il y a 13 000 ans,
ALH a terminé son voyage spatial en entrant en collision avec notre planète. À l'heure actuelle, ce fragment martien est le plus ancien que nous ayons jamais trouvé. Mais au début, il n'était pas très populaire. Ce n'est qu'en 1996 que sa notoriété s'est soudainement accrue, à la suite d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la NASA se sont en effet interrogés. Ce fragment est manifestement très ancien. Mais pourrait-il avoir enregistré des traces de vie qui auraient pu prospérer sur Mars à l'époque où ALH était encore attaché à la planète rouge? Et devinez quoi? C'était une très bonne question. Ils ont détecté des traces de très fines particules de magnétite. Leur structure et leur composition chimique sont tout à fait similaires à celles des particules que l'on trouve sur notre planète. On appelle ça des magnétofossiles, et ce sont des bactéries magnétotactiques qui les produisent. Cela pourrait donc signifier qu'il y a eu, à un moment donné, des formes de vie sur Mars. En avril 2020, des scientifiques de l'agence spatiale japonaise ont fait une autre découverte. Ils ont détecté dans notre météorite de l'azote contenant des matières organiques d'origine martienne. Alors, qui sait quel nouveau secret étonnant un examen plus approfondi de la météorite pourrait nous révéler? Pour l'heure, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en Antarctique et vous mettre à creuser. En effet, c'est un endroit idéal pour la chasse aux météorites. Nous avons trouvé près de 50 000 météorites en Antarctique et des centaines de milliers attendent encore d'être découvertes. Chacune de ces roches spatiales peut nous raconter une histoire sur l'évolution du système solaire. Par exemple, la toute première roche lunaire trouvée sur le continent glacé et désert a confirmé le fait qu'on pouvait trouver sur Terre des morceaux d'objets spatiaux plus gros que des astéroïdes. Imaginons que vous soyez inspiré et que vous décidiez de partir à la chasse aux météorites en Antarctique. Préparez-vous à relever de sérieux défis. Malgré leur abondance potentielle, trouver des roches spatiales n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous devrez vous rendre dans des régions reculées et il n'est même pas certain que vous puissiez trouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ailleurs d'un très gros problème. Les météorites sont en train de disparaître. Actuellement, les scientifiques trouvent environ 1000 météorites par an en Antarctique. Mais selon une nouvelle étude, environ 5000 météorites disparaîtraient chaque année. En cause, la hausse des températures. Inquiets, les chercheurs ont créé un modèle capable de les aider à déterminer où ces météorites sont susceptibles de remonter à la surface. Ce modèle est assez complexe, car il prend en compte la couverture neigeuse, la température de surface, la vitesse d'écoulement de la glace et même l'inclinaison du terrain. Les scientifiques ont ensuite effectué des simulations dans le cadre de différents scénarios de réchauffement. Et il s'est avéré que les météorites s'enfonçaient effectivement à mesure que les températures augmentaient. La surprise des chercheurs est évidente. Ils ne s'attendaient pas à ce que le changement climatique affecte autant leur travail. Même si ces régions sont en dessous du point de congélation, notre mode de vie participe à la destruction d'une archive cruciale du système solaire. Mais revenons à votre chasse aux météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'en trouver une, rendez-vous au pied des montagnes où la glace, qui s'écoule habituellement vers le bas, est forcée de remonter. Et n'oubliez pas d'emporter votre coupe-vent. Dans ces endroits, des vents puissants balaient la neige en exposant une glace bleu vif. Au lieu de fondre, cette glace ancienne peut directement se transformer en vapeur d'eau. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir des météorites qui, autrement, resteraient cachées. Mais il faut se dépêcher. Les météorites à la surface disparaissent rapidement. Même lorsque les températures sont nettement inférieures au point de congélation, les roches peuvent encore absorber une partie de la chaleur du soleil et faire fondre la glace. C'est comme si elles créaient des tunnels souterrains, ou sous-glaciaires, s'enfonçant et se dérobant à la vue de tous. Quelque temps plus tard, le régel ferme les entrées de ces tunnels, emprisonnant les météorites et rendant toute découverte impossible. Les scientifiques admettent qu'il est très difficile de trouver des méthodes efficaces pour repérer les météorites. Et si nous ne nous dépêchons pas de mettre au point de bonnes techniques, nous risquons de perdre entre 80 000 et 250 000 roches spatiales au total. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se soient donné pour mission de trouver davantage de météorites. Ils se concentrent sur les zones d'échouage. Il s'agit d'endroits où les météorites s'accumulent à la surface en raison des caractéristiques géologiques, de l'écoulement de la glace et des conditions climatiques. Comme vous le savez déjà, vous pouvez trouver des météorites sur la glace bleue sans couverture neigeuse. Les météorites sont donc faciles à repérer. Mais trouver ces points chauds relève souvent du pur hasard. Ou alors,
Il faut passer des journées entières à éplucher des cartes et des images satellites pour tenter de repérer les zones de glace bleue situées à proximité des stations de recherche. Permettez-moi de vous présenter Véronica Tolénard, glaciologue de formation, ainsi que son équipe. Ils sont passés à la vitesse supérieure en élaborant une carte intelligente de l'Antarctique. Pour ce faire, ils ont eu recours à l'apprentissage automatique et aux données satellitaires de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres organismes. Cette carte met en évidence les zones où des météorites pourraient se cacher, sur la base de découvertes antérieures et de toutes sortes de données relatives au climat et à la glace. Apparemment, les meilleurs endroits pour trouver des météorites se trouvent aux abords du continent et près des montagnes recouvertes de glace bleue. Malheureusement, il n'y a pas que la glace bleue qui compte. La température et la vitesse d'écoulement de la glace sont également très importantes. Par exemple, si la glace s'écoule trop rapidement, les météorites sont emportées avant de pouvoir s'accumuler. Si vous voulez trouver une météorite, il vous faut donc des conditions très précises. La température de surface doit rester inférieure à -9 degrés Celsius presque tout le temps. Sinon, les météorites coulent. Vous pouvez commencer à chercher près des collines d'Alan. Oui, c'est là que notre amie ALH a été découverte. Cette région est une sorte de mine d'or pour les météorites, avec plus de 1000 découvertes. Mais il y a des endroits encore plus prometteurs, comme les montagnes de Fimbulaimen, où le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques,
Ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidental et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnèrent depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensèrent découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici?
L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus reste... Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot Antarctique? Très probablement le froid, la neige, la glace et les manchots. Pourtant, c'est l'une des régions les moins explorées du monde et qui cache de nombreuses choses étranges et uniques. Tu n'as pas besoin d'aller en Antarctique pour voir la première chose bizarre. Il te suffit d'ouvrir Google Earth et de trouver l'une des îles les plus au sud de l'Antarctique. L'île du Roi George. Récemment, des internautes y ont remarqué une grande entrée de grotte assez étrange. Où mène ce large passage sombre? Les gens ont commencé à émettre diverses hypothèses. C'est l'entrée d'une base secrète ou d'un laboratoire. C'est une partie d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé là il y a des milliers d'années. C'est la porte de l'ancienne cité de l'Antarctique. Peut-être qu'il y a une montagne géante avec une ancienne grotte sous toute cette neige et cette glace. Voilà quelques idées. Les internautes ont calculé les dimensions approximatives de cette grotte. Elle pourrait faire environ 22 mètres de haut pour 75 de large. Donc on pourrait y cacher un avion de ligne. La nature a probablement créé cette entrée. C'est l'explication la plus logique. Mais il y a quand même deux éléments étranges. Premièrement, jette un coup d'œil au pied de la montagne. Il semble qu'il y ait des marches à cet endroit. Elles sont de couleur sombre, comme si elles étaient faites de pierre. Et si tu regardes attentivement, tu peux remarquer quelque chose qui ressemble à des empreintes de pas humains. Quelqu'un est-il entré dans cette grotte? Ou peut-être quelqu'un y vit encore maintenant? La deuxième bizarrerie est la disparition de la découverte mystérieuse. Les gens l'ont remarqué pour la première fois sur un cliché Google Maps en 2007. Puis l'entrée a disparu. Puis elle est réapparue quelques années plus tard. Après cela, elle a de nouveau disparu. Et en 2022, les gens l'ont vue à nouveau. Peut-être que la vieille neige fond, une nouvelle couche tombe, puis le vent l'emporte et le cycle se répète. Mais les prétendues marches menant au fond de la grotte font douter de l'origine naturelle de ce tunnel. Tu peux facilement en trouver les coordonnées sur Internet et visiter la grotte via Google Earth. Tu pourrais y déceler quelque chose et le révéler au monde entier. Les gens ont découvert une autre chose étrange à l'aide de Google Earth. En 2020, un internaute a découvert un objet étrange qui ressemblait à un bateau géant à 160 km au large des côtes de l'Antarctique. Ressemblant à un bateau de croisière, il était recouvert de glace et de neige et couché sur le côté. On pouvait deviner les fenêtres, le pont et la passerelle. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial, d'autres ont dit que c'était une sorte de bâtiment secret. L'internaute qui avait remarqué le vaisseau en premier a déclaré que sa taille était d'environ 120 mètres, ce qui est la longueur adéquate pour un navire de passagers. Mais que fait ce navire dans un endroit aussi reculé au milieu d'un glacier? Comment est-il arrivé ici? Qui était son capitaine? Personne n'a encore trouvé les réponses à ces questions. En 2016, des utilisateurs de Google Earth ont découvert une photo d'un monstre marin inconnu flottant au large des côtes de l'Antarctique. Cette créature ressemblait à un calmar géant d'une longueur d'environ 60 mètres, soit légèrement moins que 3 wagons de train. Imagine simplement ce kraken géant nageant dans les eaux sombres et glacées de l'Antarctique et entraînant au fond tout ce qu'il rencontre sur son passage. C'est peut-être le grand et terrible Chulu, ou bien l'un de ses rejetons. Tu remarqueras rapidement cette cascade rouge sang parmi les interminables paysages blancs éblouissants de l'Antarctique. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du sang. Depuis plusieurs siècles, cette cascade teinte la neige d'une couleur rouge vif. Le ruisseau coule tout droit d'un iceberg blanc. Regardons à l'intérieur et découvrons ce qu'il s'y passe. Il y a des millions d'années, il y avait un petit étang limpide. Mais un glacier s'est ensuite formé autour de lui. Une épaisse couche de glace et de neige a bloqué l'accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Pendant des millénaires, le réservoir est resté dans ce vide froid.
Mais à un moment donné, l'eau a creusé un trou dans la paroi glacée et s'est échappée. Lorsque cette eau salée entre en contact avec l'oxygène, elle devient immédiatement écarlate ou couleur rouille. L'Antarctique est le seul endroit où tu puisses trouver un phénomène naturel aussi unique. L'un des endroits les plus secs de la Terre se trouve en Antarctique. Et c'est l'un des déserts les plus dénués de vie au monde. Les vallées sèches de McMurdo. Dans ce désert, tu ne verras pas de soleil brûlant, de sable chaud ou de cactus. Techniquement, un désert désigne un endroit où il y a un manque de précipitation et de vie. Or, les vallées sèches de McMurdo correspondent parfaitement à ces paramètres. Mais cet endroit est aussi unique pour l'Antarctique car tu n'y trouveras pas de glacier. Malgré le gel, la glace ne peut pas se former dans le désert car il n'y a pas plu depuis des millions d'années. Il ne neige jamais non plus. Un fort vent descendant des montagnes atteint des vitesses allant jusqu'à 320 km/h. Il te serait difficile de rester debout là-bas. Le vent, chargé d'humidité, réchauffe et évapore tout le liquide et la neige du désert, en raison de sa vitesse élevée. Seul l'air sec atteint le sol. Toutefois, on y trouve plusieurs lacs. Et s'ils ne gèlent pas, c'est uniquement dû à leur forte salinité. L'eau est tellement salée que les formes de vie ne peuvent pas s'y développer. Mais les scientifiques ont trouvé des organismes microscopiques près des lacs. Il y a 20 millions d'années, l'Antarctique était remplie de marécages d'arbres et grouillé d'insectes et d'animaux. Mais aujourd'hui, il ressemble littéralement à la surface de Mars. Les scientifiques et les astronautes explorent des régions comme les vallées sèches de McMurdo, car les conditions naturelles qui y règnent sont similaires à celles de la planète rouge. Donc, avant de partir sur Mars, tu peux t'entraîner à vivre dans des endroits similaires sur Terre. Les scientifiques ont découvert un monde sous-marin dans l'Antarctique, rempli de centaines d'amphipodes. Des crustacés semblables aux crevettes. Au fait, quelle est la différence entre l'Antarctique et l'Arctique ? L'Antarctique est la région située à l'extrême sud de la Terre, qui abrite le continent du même nom. Tandis que l'Arctique est une toute autre région. Elles ont les mêmes conditions naturelles, le gel, la glace et la neige. Mais elles sont situées dans des parties opposées de la planète. L'Arctique se trouve au pôle Nord, l'Antarctique se trouve au pôle Sud. Maintenant, revenons à la découverte. Les scientifiques ont avancé des théories selon lesquelles la glace de l'Antarctique cache un vaste réseau de rivières et de lacs d'eau douce. Et en 2022, ils ont découvert un nouvel écosystème. Les chercheurs ont exploré la plateforme glacée de Ross de l'Antarctique et ses rivières souterraines. C'est un morceau de glace massif qui flotte dans l'océan. Une équipe néo-zélandaise a utilisé un appareil de forage spécial équipé d'une alimentation en eau chaude pour percer un trou de 500 mètres de profondeur, soit davantage que la hauteur de l'Empire State Building. Ensuite, ils y ont descendu des caméras vidéo et ont vu des milliers de crustacés nager dans différentes directions. Il semble donc qu'ils soient très peu organisés. Dans les eaux de l'Antarctique, tu peux aussi rencontrer certaines des créatures les plus effrayantes de la planète. Il s'agit des araignées de mer. Elles ont reçu ce nom car elles ressemblent à des araignées terrestres. Mais il s'agit en fait d'une espèce d'arthropode marin. Et contrairement aux araignées terrestres, celles de l'océan sont beaucoup plus grandes. Elles ressemblent à 8 énormes pattes, sans corps. Une telle araignée peut avoir la largeur d'une assiette. Certaines d'entre elles n'ont pas d'yeux et ont des proboscises à la place des mâchoires. Les araignées de mer sont peu étudiées car elles vivent dans les eaux froides et profondes. L'Antarctique cache de nombreux animaux peu connus. Dans ces glaciers, il y a de longs tunnels qui mènent à des ténèbres effrayantes. Sur ce continent froid, les gens ont trouvé les restes de dinosaures géants et d'autres créatures anciennes, comme les ancêtres des canards modernes. De nombreux lacs et rivières souterrains cachent une faune inexplorée. Même la glace ici peut être bizarre. Regarde ces icebergs rayés. Ils ont des rayures bleues, noires, vertes et turquoises. La couleur dépend des conditions de l'eau pendant la congélation. Par exemple, les lignes vertes apparaissent à cause des algues. Les bleus se forment lorsque l'eau gèle trop rapidement. Bon, tout ça fait froid dans le dos. Il est grand temps d'aller se réchauffer. Que dirais-tu d'aller à Hawaï ?